Une armée de drague qui reprennent la rue, étant donné que l'espace public n'est pas un espace qui est fait pour les personnes hors normes comme nous. Moi, je rêvais d'être facteur ou astronaute, qui sont quand même deux choses complètement différentes. Ensuite, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas possible et je me suis dit que j'allais devenir dresseur Pokémon. Puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et puis après, j'ai vraiment navigué dans le monde du salariat et de l'ingénierie parce que j'ai fait un parcours somme toute assez classique. Alors je suis rentré dans le milieu drag vraiment un petit peu par hasard. C'était une combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, c'était le fait que je découvrais RuPaul's Drag Race, qui n'était pas encore sur Netflix. Je devais le télécharger de façon plus ou moins légale. Du coup, j'ai découvert vraiment cette émission qui m'a un petit peu transcendé. Je voyais des personnes complètement fières de qui elles étaient. Et du coup, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre en étant gamin. Et j'ai l'impression que ça allait me rappeler un petit peu ce côté création d'un nouveau personnage. Mais finalement, a posteriori, je me suis rendu compte que plus que la création du personnage, ce qui allait m'intéresser, c'était la redécouverte de soi-même et l'exploration de qui on est vraiment. Le vrai déclic pour moi, ça a été l'ennui. Donc moi, je venais d'arriver à Paris, j'avais 25 ans. J'étais commercial dans une imprimerie. Ça se passait pas super bien, je m'ennuyais un petit peu. Et vu que j'avais vu donc RuPaul's Drag Race et que je voyais des drags devant moi à Paris, pourquoi pas moi? Donc je me suis acheté ma première paire de talons. Je me suis entraîné à marcher parce que je n'avais jamais porté de talons de ma vie. Et puis je me suis donné une deadline. Tiens, Arthur, tu sortiras pour la première fois en drague le 12 septembre 2015 à la Garçon Sauvage à Lyon, dans une soirée. Parce que moi, étant ingénieur, il fallait que je me place des deadlines et comme ça, je savais que j'allais pouvoir me faire un rétro-planning pour le 12 septembre être complètement prête. Spoiler alert, je n'étais pas du tout prête le 12 septembre et je suis sortie la première fois en drague vraiment sans trop savoir ce qui m'arrivait. Minima, c'est Arthur sans barrière, c'est Arthur sans concession, c'est Arthur tel qu'il a envie de l'être au jour le jour. Donc ma plus grande référence, c'est moi. Après, forcément, j'ai des références un petit peu dans la pop et dans le cinéma. Par exemple, ma plus grande référence, par exemple, ça peut être Uma Thurman dans Kill Bill. Ça va être des femmes fortes qui se rebellent contre la société mise en place et les codes mis en place, qui est ce que je fais en minima en permanence. C'est-à-dire je refuse d'être catégorisé et je me libère des carcans et des normes de la société en fait en me faisant minima. Quand je suis vraiment arrivé sur scène, je me suis dit waouh, ok, ça y est. En fait, Arthur, t'as fait le bon choix. Faire du drag et remonter sur scène, c'était vraiment fait pour toi. Je me suis senti splendide, alors que je ressemblais toujours pas à grand-chose, mais personne ne pouvait m'abattre. Et mes proches étaient déjà au courant en fait que je faisais du drag parce que déjà mon petit ami était au courant parce qu'on vivait ensemble, donc c'était un petit peu dur de le cacher de toute façon. Et tous mes amis étaient au courant parce que quand je suis devenu minima, en fait c'était un tel soulagement pour moi et une telle découverte que je me sentais pas de pas partager ça avec les personnes qui partageaient ma vie en fait. Alors au travail, je n'étais absolument pas out en tant que drag. Je sais même plus si j'étais out en tant que mec homosexuel. Non, je pense pas. Je pense que je n'étais même pas out parce que j'étais pas sûr de la réaction de mes collègues. Et puis, il faut se rappeler qu'un coming out, ça appartient à la personne qui fait son coming out de décider quand il ou elle fait son coming out. Et moi, je me sentais pas de le faire. Encore moins d'annoncer que j'étais drag parce que même si l'homosexualité est bien acceptée, être drag, ça veut dire qu'on transgresse les normes de genre aussi, plus que les normes de sexualité. Et ça, j'étais pas assez confortable, je me sentais pas de le faire. 3-4 ans que j'étais diplômé, et j'avais changé déjà 4 fois de job. C'était que j'arrivais pas à trouver vraiment ma place. J'aimais quand même mes boulots, mais il y avait un truc qui me réalisait pas quand même entièrement, complètement. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était être en minima qui me réalisait vraiment. Mais il fallait pas que j'oublie la réalité financière de la chose. L'art drag reste un art très précaire. L'était déjà beaucoup à l'époque, continue à l'être encore aujourd'hui. Donc même si je me rends compte que je veux faire ça assez rapidement, je vais attendre pas mal d'années avant de sauter le pas et du coup je vais devoir jongler entre mes deux vies. Ingénieur le jour, drag queen la nuit. Moi ma particularité c'est d'animer des bingos par exemple. Le bingo ça reste un jeu qui n'est pas très intéressant à la base, c'est juste tirer des numéros et placer des grains de café sur une grille. Mais au final moi ça devient super sympa et il y a 250 personnes qui viennent me voir tirer des boules tous les dimanches au final. Et très rapidement en fait je me suis rendu compte que je pouvais complètement intégrer le domaine associatif en fait dans mon drag en invitant des assos, en parlant avec des assos et puis que pour moi ça faisait exactement ce pourquoi le drag est fait, c'est-à-dire faire la fête mais tout en faisant passer des messages. Drag Race France a mis autant de temps à arriver en France parce que je pense que en France le drag est vraiment plus cantonné à des cabarets, à des milieux fermés, ou en tout cas l'été.
et n'était pas vraiment inclus dans la pop culture. On ne voyait pas des drags absolument partout. Ce qui est bien dommage, parce que quand on voit le succès que Drag Race France a eu, on se dit que ça aurait pu arriver des années avant, que ça serait super bien passé, et surtout que ça aurait aidé plein de personnes à se sentir encore plus représentées. Le fait que la grande dame soit fait casser la gueule parce qu'elle est homosexuelle, le fait que Lolita Banana soit une personne séropositive et annonce sa séropositivité, sont des messages qui sont importants de transmettre, surtout sur une chaîne publique en fait, parce que c'est en montrant les choses qu'on peut désarmer les phobies. Porter autant d'artifices, moi ça me permet de m'engager encore plus, parce qu'en me recréant un personnage, je me suis créé un personnage encore plus militant que je ne l'étais à la base, pour des causes qui me tiennent à cœur. Par exemple, la lutte contre le VIH, ça reste une cause vraiment ancrée en moi, parce que moi, je me rappelle quand j'ai découvert que j'étais homosexuel quand j'avais 13-14 ans, la première chose que je suis allé faire, c'est que je suis allé me dépister contre le VIH, alors que je n'avais couché avec personne. Mais c'était tellement ancré dans ma tête que homosexuel égale séropositif, que je suis allé me dépister. Je me rappelle rentrer chez mes parents et dire « Papa, maman, je suis séronégatif !» Et ils m'ont regardé vraiment « Arthur, mais qu'est-ce que tu nous racontes ?» Je me dis qu'avec tous ces artifices et des perruques gigantesques, et quand je fais 2,10 m de haut avec mes talons, on va encore plus m'écouter. Et c'est le cas, donc c'est le moment pour moi de m'engager. On est en 2016 et je suis en train de boire un coup avec une copine drague, Enza Fragola, et on se dit qu'on aimerait bien mettre une action en place par des dragues pour la lutte contre le VIH. On décide de s'associer avec le SIDAction, et vu qu'on est des dragues, on crée le SIDRAction. Donc c'est une collecte de fonds pour le VIH, et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait une maraude dans les rues de Paris une fois par an, et ça nous permet de faire 3 choses en même temps. De 1, de récolter de l'argent. 2, sensibiliser des personnes, parce que quand on va voir des personnes dans la rue, on va leur délivrer des messages de prévention. Et de 3, faire ce qu'on appelle un drag attack, c'est-à-dire avoir une armée de dragues qui reprennent la rue, étant donné que l'espace public n'est pas un espace qui est fait pour les personnes hors normes comme nous. Là, on dit, bah si, maintenant c'est à nous, et c'est nous qui allons récupérer cet espace pour faire exactement ce qu'on veut en faire. Là, à ce moment, je me sens encore Arthur dans ma transformation, parce qu'en fait, Arthur ne me quitte jamais. Et maintenant, ça fait 7 ans que je suis avec Minima, et je sais que je ne vais jamais la quitter non plus. La lutte contre le VIH, pour moi, ça reste une lutte centrale de la communauté LGBT, parce que c'est ce qui a discriminé énormément les personnes homosexuelles dans les années 90 et 2000, donc au début vraiment de l'épidémie du VIH-Sida, et il continue à y avoir beaucoup de désinformation et ou de mauvaises informations. Et tout ça, ce sont des messages que je veux faire passer. Et c'est ça le drag, c'est pouvoir se libérer et faire passer des messages, et surtout des messages à soi-même, et d'être vraiment qui j'avais envie d'être. Et voilà, c'est moi, Mini Majesté. Pour moi, l'essence même du drag, c'est de faire la fête tout en étant militant. Alors c'est le moment maintenant. Amusez-vous, sortez, soyez fiers et surtout, sortez couverts.